Donc, je poursuis dans cette seconde vidéo de ce soir sur l'Afrique et la politique. Et donc, je parlais en l'occurrence des contre-pouvoirs. On peut distinguer différents types de contre-pouvoirs dans une société civile, dont les médias, qui ont un rôle primordial, je dirais, dans la diffusion des informations et qui ont la capacité de pouvoir orienter également l'opinion publique, notamment en période d'élection électorale. On a également des associations, des ONG, qui sont également des contre-pouvoirs au sein de la société civile. On a également dans les institutions même des instances de contre-pouvoir, en tout cas, qui permettent de réguler le pouvoir politique et des instances de surveillance également de ce qui est fait. En France, ça serait peut-être la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ont, pendant les périodes d'élection électorale, qui a un rôle important et exerce un contrôle également assez important. Le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel également ont des rôles primordiaux justement pour pouvoir veiller à la légalité, même à la légalité de certains textes législatifs. Dans le domaine de la justice, il y a aussi des instances judiciaires qui sont là également pour veiller à la conformité de la loi. Donc, tous ces contre-pouvoirs vont permettre dans une société civile, c'était Montesquieu. Montesquieu disait que pour que la société civile puisse fonctionner, il faut que, par la force des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Et donc, la société civile a mis en place des systèmes de régulation officielle et légale qui, justement, ont pour rôle d'être des contre-pouvoirs. Et dans l'organisation même, on prend un exemple, le Parlement. Le Parlement se constitue généralement, dans la plupart des sociétés, se constitue de deux chambres, ce qu'on appelle la chambre haute et la chambre basse. Donc la chambre haute, par exemple, dans le système anglais, c'est la chambre des lords. Et la chambre des lords, c'est la chambre de la haute société. En France, c'est le Sénat. Par contre, la chambre basse, c'est l'Assemblée nationale en France. Et donc, normalement, la chambre basse, c'est la représentation en fait, de la population de manière globale. Et donc, la chambre haute, c'est la représentation de la classe aisée. Et il s'avère que dans ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé, c'est justement ces systèmes de régulation dont évoque Montesquieu dans l'Esprit des lois, où en fait, ils vont mettre un système, des mécanismes de rationalisation, de parlementarisme rationalisé, par lequel le Parlement va pouvoir avoir un rôle, en tout cas avoir un contrôle sur tout ce qui est l'aspect législatif du gouvernement. De même que le gouvernement va pouvoir également avoir, c'est un contrôle réciproque, également un contrôle sur tous les aspects législatifs, ou va pouvoir du moins contourner certains contrôles. Mais le système, en tout cas sur le système français, ça a été mis en place justement pour que le Parlement puisse exercer un contrôle sur l'activité que peut exercer un gouvernement. Et tous les systèmes politiques ne sont pas forgés sur le même schéma politique. Il y a même des systèmes politiques où le Parlement n'a qu'une seule chambre. Et donc, ça pose quelques problèmes. Mais je pense que pour pouvoir, il faut déjà saisir comment ce système politique a été mis en place et pourquoi, à l'origine, il a été mis en place comme cela. Et c'est important parce que le souci qu'on constate, c'est la légitimité. Il y a toujours un problème de légitimité de la présidence, notamment pour les pays africains. Il y a toujours un doute qui est posé sur la question de l'élection et du vote. Et pour beaucoup, l'absentéisme est assez important parce qu'il y a le doute
véritablement des résultats qui vont sortir des élections. Et c'est bien ça, la grande faille, c'est comment rassurer la société civile sur le bien fondé des élections et sur les résultats qui en ressortent. Parce qu'ils n'ont pas envie d'être dupés et qu'en fait, c'est toujours ce sentiment que de toute façon, les jeux sont faits et que soit les Occidentaux, soit les Asiatiques ont déjà tout payé pour que leurs représentants soient élus. Et donc, puisqu'il y a toujours ce doute, la politique repose sur la confiance de la société civile en sa représentation, en son président. Sauf que lorsqu'il n'y a plus de confiance, lorsque cette confiance est en échec, dans ce cas-là, c'est tout le système civil qui est qui est en danger. Qui est en danger. Et c'est ce qu'on constate finalement en Afrique, parce qu'il suffit de très peu, il suffit de très peu pour que ça devienne de véritables poudrières, parce que en amont, tout le travail qui aurait dû être fait en amont pour pouvoir expliquer aux personnes qu'est-ce que c'est que la société civile, qu'est-ce que c'est que l'administration, qu'est-ce que c'est que le gouvernement, qu'est-ce que c'est que le Parlement n'a pas été fait. Et expliquer avec des personnes qui vivent dans la brousse ou dans leur village et qui ont une télé à partager sur plusieurs, expliquer à ces personnes-là comment fonctionne un État qui n'ont peut-être pas été à l'école, comment fonctionne le système, leur gouvernement, comment fonctionne leur société. S'ils ne comprennent pas, ça veut dire qu'ils suivent ceux qui ont la connaissance, ceux qui disent avoir la connaissance. Et le risque, c'est finalement d'être orienté, dirigé, simplement de suivre la masse et ne pas avoir toutes les informations pour pouvoir avoir une position affirmée. Euh, et, euh, et, le, et c'est véritablement ça, c'est la confiance en la représentation et à la présidence. Et, euh, et bien au contraire, alors que d'autres pensent que c'est les Occidentaux qui placent leur président là, eh ben, ça peut être à l'inverse. Je pense aussi des Occidentaux qui peuvent mettre également le doute sur la véracité des élections. Il faut redonner, de la confiance au président africain. Et il faut véritablement que les Africains comprennent comment ils sont élus et que de toute manière, ce président, il sera là 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et ce président repassera. Et soit il va se proposer pour une réélection, soit ça sera un autre président qui sera élu. Et c'est la démocratie, tout l'intérêt de la démocratie aussi, c'est cette possibilité de pluralité, de changement, et d'où l'importance aussi des scrutins. Les mots de scrutin n'ont pas été mis en place par hasard. Un scrutin uninominal à 2 tours n'est pas le même qu'un scrutin proportionnel. Et ça, il faut expliquer à la société civile que le scrutin proportionnel permet l'émergence de toutes les partis politiques. Un scrutin uninominal, en effet, ne fait ressortir que 2 grands partis politiques et éclipse tous les autres. Et ces distinctions-là, si les individus ne le saisissent pas ou ne comprennent pas quel est l'enjeu des scrutins, parce que déjà pour pouvoir demander une modification éventuelle sur le système constitutionnel, il faut déjà en amont avoir saisi quelle est la différence entre un scrutin uninominal et un scrutin à la proportionnelle. Et ça, si elles n'ont pas ces informations-là, comment peuvent-ils réagir? Comment peuvent-ils comprendre véritablement les élections, les votes, les contrôles qui sont faits, les institutions qui sont là pour contrôler ces élections? Et c'est bien là en amont qu'il y a une difficulté. Sans vouloir diaboliser l'Asie ou la France ou n'importe quel pays de l'Union européenne ou encore le continent américain, le problème vient même de l'Afrique même. Et le souci, c'est
Et ça, c'est important. Ce sont les hommes d'État africains. C'est l'Union africaine qui doit se positionner et réfléchir sur ça. Comment faire évoluer dans les États, comment permettre aux personnes d'accéder à ce savoir, à cette connaissance qui est indispensable. Il faut comprendre le fonctionnement du système politique et il faut expliquer clairement quels sont les contrôles qui sont effectués pour éviter qu'ils puissent avoir. Et il faut expliquer que de toute façon, la politique va faire que de toute manière, dans 4 5 ans, on repassera dans les urnes. Et ce sont dans les urnes qu'on verra la différence. Donc, un individu qui est élu aujourd'hui, dans 4 ans, c'est un individu qui pourra être remplacé par un autre qui sera élu. Et ça, c'est primordial. Ce qu'on peut constater, c'est justement, ce sont des chefs d'État africains, même pas africains, hein, partout, qui trouvent les moyens de pouvoir contourner la loi ou de pouvoir modifier la constitution en leur avantage. Ça, après, c'est une question de contre-pouvoir. Et c'est là où le rôle des contre-pouvoirs est important, parce que le rôle des contre-pouvoirs, c'est justement de regarder, d'avoir ce regard-là, justement, pour pouvoir être en opposition et contrecarrer ce type d'organisation qui petit à petit, généralement, se met en place petit à petit et on assiste à une forme de royauté qui ne dit pas son nom et qu'on peut constater dans certains pays. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi la politique. Et la politique, c'est comme quand c'est comme pour les impôts. Si on peut payer le moins d'impôts possible, on s'arrange pour payer le moins d'impôts possible. L'homme politique qui veut être élu s'arrange pour être élu le maximum et s'il peut utiliser la loi à son avantage ou il a les connaissances nécessaires pour pouvoir orienter la loi à son avantage, il faut faire en sorte il va faire en sorte de pouvoir être réélu. Mais c'est la politique, voilà, ça n'a rien de, comment dire ça? Pour moi, je trouve que ça n'a rien de, voilà, pour moi, c'est pas dictatorial, c'est simplement de la stratégie et de la stratégie bien menée. Parce que derrière, il y a des contre-pouvoirs qui parfois ne parviennent pas à s'exprimer. Là, on est dans ce cas-là dans grande difficulté dans ces pays-là. Mais c'est la politique. Et la politique demande à ce qu'il puisse avoir une liberté d'expression et que les contre-pouvoirs qui sont là puissent s'exprimer et justement dénoncer tous ces actes ou ces objectifs, ces orientations qui sont donnés pour pouvoir avantager ou aller à l'encontre de la Constitution. Voilà. Mais bon, pour revenir sur l'Afrique même, l'Afrique est un beau continent qui a arrêté d'évoluer. Les chefs d'État africains, pour un motif que j'ignore en tout cas, n'ont pas, ne semblent ne pas avoir tout mis en œuvre pour permettre aux Africains de pouvoir évoluer, pour permettre aux Africains de pouvoir avoir la connaissance. Peut-être n'en avait-il pas la possibilité en raison de ce système colonial qui reste très prégnant, hein, même si il tente petit à petit de s'émanciper. Mais la réalité, c'est que le système colonial est resté prégnant. Mais de toute façon, dans une société aussi internationalisée, au jour d'aujourd'hui, de toute manière, il faudra faire avec, tout en s'affirmant, mais ils devront faire avec le système actuel. Et d'autant plus que avant que l'Afrique parvienne justement à pouvoir s'auto-diriger dans tous les domaines, il y a quand même pas mal de luttes à mener, notamment sur le djihadisme. Et ça pose question. Ça pose question sur les systèmes théocratiques, puisqu'il y a encore des systèmes théocratiques et donc
Justement, lorsque la religion s'entremêle au- autant avec la politique, voilà, ça peut aussi. De toute manière, dans ces pays-là, il faudra aussi porter une réflexion sur ces systèmes-là. Le djihadisme également, et le djihadisme qui ne s'arrête pas aux frontières et qui va au-delà des frontières, et donc il va demander une coordination internationale. Voilà, redonner la confiance, expliquer aux Africains qu'est-ce qu'un droit constitutionnel, qu'est-ce qu'un État, qu'est-ce qu'un gouvernement, qu'est-ce qu'un parlement, quelles sont les interactions entre les différentes institutions, c'est primordial. Et surtout, se dire que le président n'est pas là. La difficulté, c'est lorsque, lorsque au niveau d'un État, les ethnies se divisent. Les ethnies se divisent et comme les ethnies, ça peut être mis directement mis en place, hein, mais créer des conflits entre les ethnies qui font qu'ils sont tellement pris dans leurs conflits qu'ils ne voient même pas la réalité du système dans lequel ils vivent, puisqu'ils sont au quotidien. Déjà, ils sont dans leur guerre de terrain, de village au quotidien. Et donc, vous doutez bien que de penser au vote, aux élections, c'est loin de leurs préoccupations. Ainsi, il y a pas mal d'éléments qui passent et on ne voit pas forcément le travail qui est fait. Mais il faut une révolution des mentalités, il faut une avancée des mentalités. Il faut que, je ne pense pas que les chefs d'État africains n'ont pas cherché à faire évoluer leur peuple. Je pense qu'ils n'ont pas pu, pour divers motifs, ils n'ont pas pu. Euh, je pense que les Africains doivent évoluer dans le sens où ce n'est pas parce qu'il y a un mauvais président qu'il faut, entre guillemets, lui couper la tête. Et que la politique, le prochain président sera peut-être à un autre niveau et meilleur encore, ou peut-être pas aussi bon, mais fera du mieux qu'il peut avec les moyens qui lui sont donnés également pour faire avancer le pays, parce que être dans ce type de position, c'est pas évident. Porter tout un pays sur le dos, c'est quelque chose de pas évident, donc donc je pense qu'il faut surtout le reconnaître que c'est une position dans un pays qui est particulièrement difficile. Il est très facile de reprocher tous les maux de la terre et du pays sur les épaules du président et du gouvernement. Tout le monde le fait, on le fait, moi aussi. Mais bon, c'est de comprendre que c'est la démocratie, c'est la politique, et que la politique veut qu'on ait élu un président pour un temps. Je, je, il n'y a pas de raison d'éclipser ce président, hormis que ce soit un véritable dictateur absolu, mais absolu. Euh, Ça suffit que si les coups d'État et les putsch peuvent s'arrêter, ça serait formidable, car hormis que ce soit un président qui fasse tuer tout son peuple, je pense qu'il est possible d'attendre les futures élections pour changer de présidence, tout simplement. Et malheureusement, l'Afrique fait que malheureusement, il n'y a pas cette attente-là, et qu'il y a une mobilisation qui se fait pour renverser un État directement, et il n'y a pas l'attente de la prochaine élection. Il faut que les Africains puissent attendre la prochaine élection et comprendre que c'est dans les urnes qu'on modifie une politique. C'est véritablement dans les urnes qu'on change un pays. Et c'est dans les urnes qu'on montre l'évolution, la démocratie, l'état de droit de tout un continent. C'est dans les urnes que vous ferez la différence, et non plus par les armes. Et ça, c'est primordial. Sur ce, je vous souhaite de passer un très bon dimanche, et à bientôt.